Mes parents ont essayé de m'imposer le rôle d'aide-soignante auprès de ma sœur handicapée, alors que j'avais déjà sacrifié toute mon enfance pour elle. Du coup, j'ai fini par appeler les services de protection des adultes pour signaler un abandon. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Cela fait 3 ans que je vis seule dans ce rez-de-chaussée que j'ai obtenu à la sueur de mon front. Ma grande sœur, Holly, a 32 ans. Elle souffre de paralysie cérébrale et de troubles cognitifs, ce qui fait qu'elle a constamment besoin d'assistance. Toute la vie de mes parents a tourné autour d'elle, et franchement, mon enfance, c'était uniquement autour des besoins de Holly. J'ai grandi sans connaître les fêtes d'anniversaire parce que Holly ne supportait pas le bruit. J'ai jamais pu faire de sport, puisque mes parents n'avaient pas le temps de m'accompagner à l'entraînement et de s'occuper d'elle en même temps. Je n'ai jamais invité d'amis à la maison. Holly avait besoin de calme. Nos vacances, toujours dans le même chalet adapté, à 2 heures de chez nous, parce que Holly ne supportait pas le changement. Je suis partie à 18 ans, dès que j'ai pu, enchaînant un boulot au centre d'appel et les cours du soir. Je me suis tapé des semaines de 60 heures pour décrocher mon diplôme de design graphique. Et plus tard, un poste en télétravail enfin bien payé. J'ai trouvé cet appartement parfait, pas loin des commerces. Un petit jardin, tout ce dont j'avais rêvé enfant sans jamais y avoir droit. Mes parents sont venus 2 fois, pas plus, depuis que j'y habite. Ils n'appelaient que quand ils avaient besoin que je garde Holly pendant qu'ils vaquaient à leurs affaires. J'ai toujours dit oui, même quand Holly passait son temps à hurler ou à me lancer des objets dès qu'il y avait un peu de nouveauté. Il y a 6 mois, mon père a commencé à faire remarquer que mon appartement conviendrait parfaitement à Holly. Tout de plein pied, des portes larges, salle de bain accessible. Il imaginait déjà toutes les adaptations possibles pour la rendre plus à l'aise en fauteuil. Je n'ai d'abord pas pris ça au sérieux, pensant qu'il voulait juste en parler. Puis ma mère, à son tour, m'a posé des questions sur mes horaires de travail. Si j'étais flexible, si je pourrais bosser tout en m'occupant de quelqu'un. Je lui ai fait comprendre que j'étais très bien comme ça, et j'ai changé de sujet. 2 mois plus tard, ils m'ont invité à dîner et m'ont prise de cours. Ils avaient déjà rencontré l'assistante sociale de Holly pour organiser son installation chez moi, étudier les différentes aides auxquelles j'aurais droit comme aidante, penser à des aménagements dans mon appartement grâce à des subventions. Le plan était simple. Je garderais Holly la semaine et eux prendraient le relais le week-end. J'ai tout de suite dit que c'était hors de question. Et là, ma mère a fondu en larmes. On est épuisés. On a tout sacrifié pour Holly. C'est à toi de prendre le relais maintenant. Mon père m'a accusé d'être égoïste, de vivre dans un appartement parfait pour Holly pendant qu'eux galéraient. Je leur ai rappelé que j'avais déjà gâché toute mon enfance pour Holly. Pas de danse, pas de soirée pyjama, pas même de visite d'université, tout tournait autour d'elle. Ils m'ont répondu que c'était différent, qu'à l'époque j'étais une enfant et que je ne comprenais rien au vrai sacrifice, et que maintenant, c'était à moi d'assumer en tant qu'adulte. Je suis partie et je ne leur ai pas parlé pendant 15 jours. C'est là que la campagne de culpabilisation a commencé. Ils ont raconté à toute la famille que j'abandonnais ma sœur. Ma tante a appelé en pleurant, me demandant comment je pouvais faire une chose pareille à Holly. Ma grand-mère m'a dit qu'elle était déçue. Mes cousins ont balancé sur Facebook des posts sur le validisme et la famille, histoire de bien faire comprendre à tout le monde que c'était contre moi. Mes parents se sont même mis à débarquer chez moi sans prévenir, posant Holly devant la porte sous prétexte de urgence. La première fois, je les ai laissés entrer et j'ai gardé Holly pendant 6 heures sans aucune nouvelle. La deuxième, j'ai appelé les services de protection et signalé un abandon. Ils ont dû revenir en urgence s'expliquer devant l'assistante sociale. Ils étaient furieux, mais devant elle, ils ne pouvaient rien me reprocher. Ensuite, ils ont essayé de me faire culpabiliser autrement. Ils ont fait appeler Holly en pleurs pour me dire qu'elle voulait vivre avec moi. J'ai vite compris qu'ils lui avaient soufflé parce qu'elle n'emploie jamais de phrases aussi complexes. Ils m'ont envoyé des photos de Holly triste, avec des messages du style « Elle a besoin de sa sœur » et même un album photo de notre enfance censé prouver notre lien, alors qu'on voit surtout que j'étais terriblement malheureuse pendant que Holly trustait toute l'attention. Et le pompon, c'est quand ils ont carrément appelé mon patron pour lui dire qu'il me faudrait sans doute un long congé pour m'occuper d'Holly à cause d'une urgence familiale. Du coup, mon chef s'est montré compréhensif, mais aussi inquiet quant à ma disponibilité pour le boulot. J'ai dû tout lui expliquer et lui promettre que ça n'aurait aucune incidence sur mon poste. Là, je me suis dit qu'il fallait arrêter une bonne fois pour toutes. J'ai passé tout le week-end, vissé à ma table de cuisine, l'ordinateur portable devant moi, à fouiller les sites d'avocats et à lire tous les avis possibles jusqu'à en avoir mal aux yeux. Je tapais des recherches comme avocat harcèlement familial, aide juridique aidant familial, et je faisais défiler les résultats, sites tape à l'œil et photos de poignées de main à la clé, tout ce que je ne voulais pas. Moi, il me fallait quelqu'un qui comprenne exactement ce que je vivais. Samedi soir, je tombe sur le site d'Amelia Coleman. Elle expliquait, dans sa présentation, qu'elle était spécialisée dans les problèmes de respect de la vie privée et de pression familiale. Pile ma situation. Elle décrivait précisément les cas d'adultes forcés à devenir aidants malgré eux, comme si elle racontait ma propre histoire. J'ai rempli son formulaire de contact tout de suite, où je résumais ce que mes parents me faisaient subir, leur débarquement à l'improviste et l'appel à mon patron. Elle avait une disponibilité le lundi matin à 9 h. Alors j'ai réservé. Puis j'ai passé le reste du week-end à essayer d'oublier le prix. Lundi matin,
Je me suis connectée 5 minutes en avance en visio, assise à mon bureau, mon carnet rempli de dates et de détails à portée de main. À 9h pile, Amelia est apparue à l'écran. Elle devait avoir dans les 40 ans, les cheveux courts et foncés, des yeux perçants qui semblaient de tout scruter en un instant. J'ai commencé à lui exposer toute la situation, tâchant de garder un ton calme, mais au bout de 2 minutes, elle m'a interrompu. Ce que font vos parents, ce n'est pas simplement lourd ou intrusif, c'est de la maltraitance financière et émotionnelle. Ce mot, maltraitance, m'a percuté. Jusque-là, je croyais qu'il ne s'agissait que de conflits familiaux, mais elle m'a montré que c'était un vrai problème juridique, avec de vraies conséquences. Elle m'a demandé de revenir sur l'appel passé à mon employeur. Je lui ai montré le mail que mon chef m'avait envoyé après que mes parents l'avaient recontacté. Amelia s'est penchée vers la caméra et m'a dit « Ça, c'est de l'ingérence professionnelle. Ça se garde. » On a passé l'heure suivante à tout éplucher ensemble, point par point. Elle m'a demandé de lui montrer sur mon téléphone les messages culpabilisants, les photos de Holly, les posts Facebook des membres de la famille. Elle a noté que mes parents s'étaient rendus chez moi à 2 reprises, surtout la fois où j'avais fait appel au service de protection. Elle m'a demandé si je détenais le rapport de police de cet incident, et je lui ai répondu que le policier m'avait remis un numéro de dossier. Il faut absolument obtenir une copie de ce rapport. C'est crucial d'avoir des preuves écrites, m'a-t-elle rappelé. À la fin de la visioconférence, j'avais une liste de documents à réunir, dont un compte rendu détaillé et chronologique de chaque incident depuis le fameux dîner piège d'il y a 2 mois. Pour la première fois, j'avais le sentiment d'être enfin prise au sérieux, que ce n'était pas moi qui en faisais trop. Mardi soir, j'étais plongée dans un projet de design lorsque la sonnette a retenti. Je jette un œil à mon téléphone. Il est presque 19h. La sonnette recommence, puis ça frappe violemment à la porte. Je me lève, je regarde par le Judas. La voiture de mon père est garée devant chez moi, Holly à la place du passager. Ma mère est sur le palier et frappe de plus belle. Je recule, le cœur prêt à exploser. Ils avaient déjà fait ce coup-là, mais cette fois, hors de question d'ouvrir. Ma mère s'est mise à crier derrière la porte que je devais absolument les aider, qu'ils étaient dans l'urgence et que je n'avais qu'à garder Holly quelques heures. Mon père a renchéri, la voix forte, me traitant d'égoïste et d'immature. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. Non, pas le 17, la ligne pour les situations non urgentes. J'explique le contexte à l'opératrice et je précise que mes parents refusent de partir alors que je leur ai déjà demandé de ne plus venir. Elle me confirme qu'un agent va bientôt passer. Dehors, mes parents continuent à tambouriner et à hurler comme des forcenés pendant encore 10 minutes. Mon père balance que mon appartement est pourtant assez grand pour héberger Holly, alors qu'eux n'ont plus de solution. Ma mère, elle, me répète que je comprendrai le jour où j'aurai moi aussi des responsabilités familiales. Ils ont dû entendre les sirènes parce que, d'un seul coup, silence total, les portières claquent, ils s'en vont. Quand le policier frappe à ma porte quelques minutes plus tard, ils ont déjà filé. Le jeune agent, pas plus de 25 ans, prend mes coordonnées et me demande tout ce qui s'est passé. Je lui expose le harcèlement, je lui montre les messages et courriels reçus, il note tout et me donne un numéro de dossier. Il insiste, si ça recommence, il faut appeler tout de suite. Dès qu'il est parti, j'ai envoyé le numéro à Amelia qui m'a répondu presque aussitôt, ravie d'avoir enfin ce genre de preuves pour étoffer notre dossier. Mercredi après-midi, alors que j'étais en pleine conversation avec un client, mon téléphone vibre. Nouveau message vocal d'un numéro inconnu. Je finis mon appel, puis écoute la messagerie. C'est la voix de mon père, mais il appelle depuis un autre portable. Il me dit qu'ils ont essayé de rester raisonnables, mais que je ne leur laisse pas le choix. Il m'annonce que s'il n'y a aucune preuve de solidarité familiale de ma part, ils me rayeront de leur testament, ce que j'aurais soi-disant dû faire depuis des années. Il ajoute à quel point ils sont déçus, et que je regretterai tout ça le jour où ils ne seront plus là et qu'il ne me restera rien. Sa voix était glaciale. Je ne l'avais jamais entendu comme ça. J'ai sauvegardé le message et l'ai transféré à Amelia, en lui demandant si ça pouvait avoir de l'importance. Elle m'a rappelé dans l'heure, en m'expliquant que c'était clairement de la manipulation financière et que ça renforçait nettement notre dossier, parce que ça prouvait l'usage de l'argent et de la culpabilisation comme moyen de pression. Elle voulait savoir si je m'attendais à un héritage important. J'ai précisé que ce ne serait pas énorme, tout au plus 20 000 € peut-être. Elle m'a assuré, le montant n'a aucune importance, ce qui compte c'est ce chantage à l'héritage. Elle m'a conseillé de conserver strictement tous les messages vocaux de ce genre, sans jamais répondre à leurs tentatives de contact. Après cet appel, je me sentais partagée entre un certain soulagement, parce que ce message appuyait mon dossier, et une réelle tristesse d'entendre mon père prononcer de telles paroles. Jeudi matin, je reçois un email de Dante, mon patron dans l'agence de design. Objet, entretien privé à prévoir. Mon estomac se noue. Il me demande si je peux assurer une visio à 10h. J'ai passé l'heure suivante à me préparer, en essayant de ne pas céder à la panique. À 10h, je me connecte. Dante est là, visiblement préoccupé. Il m'explique que mes parents l'ont rappelé la veille pour se renseigner sur mes horaires de travail et voir s'il était possible d'obtenir un congé familial. Il leur a répondu qu'il ne pouvait pas communiquer de telles informations à la famille, mais il voulait comprendre, car la situation commençait à nuire à mon image professionnelle. Mes yeux me piquaient, j'ai pris une inspiration avant de tout expliquer. Comment mes parents cherchaient à me forcer à devenir l'aidante de Holly, le harcèlement, l'avocate que j'ai engagée. Je lui ai montré le rapport de police à l'écran, donné les coordonnées d'Amelia pour lui prouver mon sérieux. Dante m'a écouté,
l'air soudain plus compatissant. Il m'a assuré qu'il me croyait et qu'il me soutiendrait, tout en partageant son inquiétude quant à l'impact de tout cela sur ma concentration au travail. J'ai promis que ça ne rejaillirait pas sur mes projets, que j'avais déjà entrepris des démarches légales contre le harcèlement. Il a approuvé et m'a simplement demandé de le tenir au courant au cas où mes parents recontacteraient la société. Après l'appel, je suis restée assise, encore un peu secouée, parce que j'avais été tout près de craquer devant mon patron, et aussi parce que mes parents semblaient désormais prêts à ruiner ma carrière. Le vendredi soir, vers 20h, mon téléphone a sonné. Le numéro affiché m'était inconnu. J'ai failli laisser sonner, mais j'ai eu ce pressentiment qu'il fallait répondre. C'était Suzanne, la sœur de ma mère. Elle n'a pas perdu de temps pour m'expliquer qu'elle revenait d'une réunion de famille où elle avait appris ce qui se passait. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que je pouvais laisser tomber Holly, alors que mes parents, disait-elle, avaient tout sacrifié pour elle. Elle a ajouté que tout le monde dans la famille pensait que je faisais preuve d'un égoïsme incroyable, et même si elle voulait entendre ma version, elle ne voyait pas comment je pouvais justifier une telle décision. J'ai senti la vieille culpabilité remonter, mais je me suis rappelé le conseil d'Amelia, ne pas entrer dans leur jeu. Alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai exposé calmement la réalité. Je lui ai expliqué à quoi ressemblait mon enfance. Pas de fête d'anniversaire, pas d'amis, mes parents qui me forcèrent la main pour prendre la relève, leur visite surprise où ils laissaient Holly sur mon seuil sans prévenir. J'ai évoqué les signalements aux services sociaux, le rapport de police déposé mardi. Suzanne est restée longuement silencieuse, puis elle a avoué qu'elle devait réfléchir à tout ça. Elle s'est souvenue de certains souvenirs de mon enfance auxquels elle n'avait jamais prêté attention. Avant de raccrocher, elle m'a demandé si elle pouvait me rappeler dans quelques jours, ce que j'ai accepté. Une fois l'appel terminé, j'ai ressenti pour la première fois un mince espoir. Peut-être qu'un membre de la famille allait enfin comprendre mon point de vue. Le lundi suivant, j'avais rendez-vous chez Amelia pour officialiser la lettre de mise en demeure. Son cabinet occupait un vieil immeuble en centre-ville, avec de la belle boiserie et des bibliothèques chargées de livres de droit. Nous nous sommes installés autour de la table de réunion et elle m'a présenté la lettre. 2 pages détaillant chaque forme de harcèlement, des visites non sollicitées aux tentatives de contact avec mon employeur, en passant par la campagne sur les réseaux sociaux et les menaces d'ordre financier. La lettre exigeait la fin immédiate de tous les contacts de mes parents avec moi, de toute démarche auprès de mon employeur et de toute visite à mon domicile. Elle évoquait également les suites judiciaires, y compris des injonctions d'éloignement en cas de récidive. Plus je lisais, plus la gravité de la situation me sautait aux yeux. Tout devenait très concret. Amelia m'a demandé si je souhaitais modifier quoi que ce soit, mais tout était déjà parfaitement formulé. Elle m'a expliqué qu'elle enverrait la lettre en recommandé avec accusé de réception afin d'avoir la preuve que mes parents l'avaient bien reçue. J'ai signé l'autorisation et fait un chèque pour ses honoraires. Voir mon compte en banque baisser m'a serré le cœur, mais je savais que c'était ce qu'il fallait faire. En quittant son bureau, je me sentais à la fois en position de force et terrifiée, car j'entamais vraiment une démarche légale dont je savais qu'il n'y aurait pas de retour possible. La réaction de mes parents n'a pas tardé. Mercredi après-midi, ma cousine Rachel m'a transmis une capture d'écran d'un post Facebook publié par ma mère. Elle y expliquait, en me traitant de fille ingrate, que j'avais engagé un avocat pour abandonner ma sœur handicapée. Elle prétendait qu'ils avaient tout sacrifié pour Holly et que désormais leur autre fille les jetait comme de vieilles chaussettes. Ils disaient leur incompréhension et leur désarroi face à tant d'égoïsme. Il y avait déjà des dizaines de commentaires. Les proches et amis de la famille me traitaient d'insensible. Certains affirmaient que je devrais avoir honte. Ma grand-mère avait commenté prier pour le salut de mon âme. Des connaissances à peine croisées partagèrent la publication en y ajoutant leurs propres accusations sur ma prétendue cruauté. Tout en moi brûlait de répondre, d'exposer la vérité, mais je me suis souvenu du conseil d'Amelia. Surtout ne pas réagir, sous peine d'aggraver la situation. Je l'ai appelée et lui ai lu le post. Elle m'a confirmé de tout garder précieusement, y compris les captures d'écran, car il s'agissait clairement de diffamation et de harcèlement. Elle m'a expliqué que mes parents faisaient tout pour me pousser à répondre publiquement, mais qu'il fallait absolument garder le silence. Elle a ajouté que tout cela serait utile au moment de demander l'ordonnance d'éloignement. J'ai passé le reste de la journée à bloquer des membres de la famille sur les réseaux sociaux, en essayant de me concentrer sur mon travail tant bien que mal, alors que mon téléphone vibrait sans cesse sous l'avalanche de notifications. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro administratif. C'était Harvey Coleman, l'assistant social des services de protection des adultes. Il m'appelait pour faire suite aux 2 signalements concernant Holly que j'avais adressés après l'avoir retrouvée déposée devant chez moi par mes parents. Il m'a demandé si j'avais quelques minutes pour répondre à des questions précises. J'ai accepté. Il a commencé à m'interroger sur mon enfance, le temps passé à m'occuper de Holly, s'il m'était arrivé de mener une vie de petite fille normale. Je lui ai raconté ces années sans anniversaire, sans activité sportive, sans amis à la maison, parce que tout tournait autour d'Holly. Je lui ai dit aussi que je n'avais jamais visité d'université à cause du refus de mes parents de laisser Holly seule. Il a voulu savoir comment se comportaient mes parents aujourd'hui, alors je lui ai décrit le piège tendu lors du dîner, la campagne contre moi sur les réseaux sociaux, leur intervention auprès de mon employeur, tout. Lorsque j'ai terminé, il a observé un bref silence,
Puis il m'a dit que ce que j'avais vécu s'appelait la parentification, un terme que je n'avais jamais entendu. Il m'a expliqué qu'il s'agissait de situations où des enfants se voient imposer des responsabilités d'adultes aidants, alors qu'ils devraient simplement pouvoir être des enfants. Puis il a ajouté que c'était une forme de maltraitance, ce qui expliquait sans doute bien des choses, notamment ma résistance à continuer de répondre à leurs exigences. Je suis restée là, le téléphone à la main, submergée, en me disant que, pour la première fois, quelqu'un venait de mettre un mot sur ce que j'avais ressenti toute ma vie, sans jamais en comprendre la cause. Harvey m'a indiqué qu'il allait organiser une visite à domicile chez mes parents, afin d'évaluer les conditions de prise en charge de Holly, et qu'il me tiendrait informé dès qu'il en saurait plus. Après avoir raccroché, je me suis aussitôt ruée sur Internet pour chercher la définition de parentification. Et j'ai passé la prochaine heure à lire des articles qui retraçaient littéralement toute mon enfance. Harvey m'a rappelé vendredi après-midi, après être passé voir mes parents. Il m'a dit que, sur le plan des soins, Holly ne manquait de rien, et que mes parents avaient eu les moyens et le soutien nécessaires pour continuer à s'occuper d'elle. Mais il a ensuite ajouté un détail qui m'a fait sortir de mes gonds. Pendant sa visite, il a découvert que mes parents répétaient à Holly que je ne l'aimais plus, lui soufflaient que j'étais partie refaire ma vie ailleurs, et que je l'avais carrément oubliée, que je n'étais plus sa sœur. Il m'a expliqué qu'il avait justement remarqué à quel point Holly semblait perdue et triste quand il avait parlé de moi. Il m'a dit que mes parents instrumentalisèrent ses émotions dans le but de me faire culpabiliser, et que c'était non seulement néfaste pour Holly, mais aussi profondément inapproprié. Il s'est engagé à le signaler dans son rapport et a recommandé à mes parents un accompagnement pour qu'ils apprennent enfin à poser des limites. Je l'ai remercié de m'avoir prévenu, puis j'ai raccroché, secoué de colère. Non seulement il continuait de me harceler, mais en plus, il troublait l'équilibre de Holly, uniquement pour me punir. Holly, elle, n'y comprenait rien, et il lui faisait croire que je l'avais abandonnée. J'ai envoyé un message à Amelia pour tout lui raconter, et elle m'a affirmé que c'était une preuve de plus du manque total de scrupules et de manipulation de mes parents. Elle m'a assuré qu'on avait désormais un dossier solide, et m'a demandé si j'étais prête à demander une ordonnance d'éloignement. J'ai répondu oui, sans hésitation. Ce week-end-là, j'ai commencé à tout consigner soigneusement. J'ai capturé chaque publication Facebook de mes parents avec l'horodatage, sauvegardé chaque commentaire de proches qui me traitaient d'insensible, archivé chaque message odieux d'inconnus qui avaient réussi à trouver mes profils personnels. J'ai mis à plat toute la chronologie, en remontant jusqu'au fameux dîner d'il y a 2 mois et demi, où ils m'avaient dévoilé le fond de leurs pensées. J'ai pris note de la moindre visite imposée, du moindre appel pour me faire pression, ou de la moindre tentative de manipulation pour me faire prendre Holly. Le rapport de police sur l'abandon de Holly chez moi a été ajouté au dossier, tout comme le message vocal m'annonçant qu'il m'avait déshéritée, sauvegardé à 3 endroits différents par précaution. Le dimanche soir, j'avais réuni un dossier de 20 pages qui détaillait, point par point, toutes les formes de harcèlement subies depuis que j'avais refusé d'obéir à leurs requêtes. Lundi matin, Amelia m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Je lui ai confirmé que tout était prêt. Elle m'a demandé de lui transmettre l'ensemble des éléments par mail, pour avoir le temps de tout relire avant de déposer la demande d'ordonnance d'éloignement. J'ai passé près d'1 heure à organiser les fichiers, puis je les lui ai envoyés. 2 heures plus tard, elle m'a rappelé pour me dire que le dossier était en béton. Selon elle, les publications sur les réseaux suffisaient déjà à prouver qu'il y avait harcèlement et diffamation réguliers. Ajouté aux intrusions à mon travail et à mon domicile, l'ensemble laissait peu de place au doute. On a fixé un rendez-vous pour le jeudi, afin de finaliser les papiers officiels. Le vendredi après-midi, alors que j'essayais de me concentrer sur un logo pour un client, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Suzanne. J'ai été tentée de ne pas décrocher, en m'attendant à ce qu'elle me fasse à nouveau des reproches sur Holly, mais une intuition m'a dit de répondre. Elle a pris la parole avant même que j'aie le temps de dire « Allô ». J'ai beaucoup réfléchi à notre dernière conversation, toute la semaine, m'a-t-elle confié. Elle m'a raconté qu'elle avait appelé Harvey pour avoir des précisions sur son évaluation et ce qu'il avait relevé lors de sa visite. Il lui a parlé de la parentification et du fait que mes parents répétaient à Holly que je ne l'aimais plus. Il y a eu un silence, puis elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée. J'ai passé un temps fou chez toi quand tu étais petite, mais maintenant je me rends compte que jamais tu n'as pu faire quoi que ce soit de normal. Toutes les réunions de famille tournaient autour des besoins de Holly. Personne ne se souciait de ce que tu voulais à toi. Elle m'a avoué que toute la famille avait cautionné l'idée de mes parents, à savoir que je devais complètement me sacrifier pour Holly, tout comme eux, et que jusqu'à ce qu'Harvey le lui explique, elle n'avait pas compris à quel point c'était profondément injuste. Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a bouleversée et fait pleurer. Si un jour j'avais besoin d'une attestation sur mon intégrité morale, elle n'hésiterait pas à témoigner pour moi. Elle m'a promis qu'elle dirait la vérité sur la réalité de mon enfance. Je l'ai remerciée au moins 5 fois et j'ai raccroché en me sentant un peu moins isolée. Le mardi soir suivant, la sonnette de ma porte d'entrée s'est mise à retentir. J'ai regardé discrètement par le Judas et j'ai vu mon père, seul, devant la porte, l'air épuisé, les vêtements froissés, d'énormes cernes sous les yeux comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. J'ai entrouvert la porte tout en laissant la chaîne de sécurité. Il m'a demandé s'il pouvait rentrer pour me parler. J'ai dit non, mais précisé que je l'écouterais d'ici. Il m'a alors expliqué que maman avait des problèmes de santé causés par le stress de la prise en charge de Holly et qu'il n'avait pas besoin d'un soutien total de ma part, juste un peu d'aide. Il avait l'air tellement désemparé que j'ai failli en avoir pitié. Je lui ai rappelé qu'il existait justement des dispositifs professionnels, des solutions de répit qui pouvaient leur offrir des pauses sans me faire tout porter,
Son visage s'est soudainement refermé. Il a explosé de colère et m'a accusé de vouer Holly à l'abandon, comme si elle n'était rien. Il m'a lancé qu'il m'avait toujours appris à ne jamais laisser tomber la famille, même dans la difficulté. Je lui ai répondu que j'avais déjà sacrifié toute mon enfance et que je n'avais aucune intention de recommencer. J'ai refermé la porte pendant qu'il essayait encore de m'atteindre. Le jeudi matin, j'avais mon premier rendez-vous avec Nathalie Pruitt. Son cabinet était installé dans une ancienne maison reconvertie, pleine de charme. Elle m'a fait remplir quelques documents sur ma venue, puis nous avons parlé presque 1 heure. Je lui ai tout raconté. Holly, mes parents, cette pression constante, mes nuits blanches, le fait que je vérifiais compulsivement mon téléphone, de peur de recevoir encore un message blessant ou un appel culpabilisant d'un proche. Elle m'a interrogée sur mon passé et je lui ai décrit tout ce que j'avais déjà partagé avec Harvey. Pas d'anniversaire, pas de sport, pas d'amis, tout gravitant sans cesse autour de Holly. Nathalie a prononcé alors une phrase qui ne m'a plus quittée. Elle m'a expliqué que je n'avais aucune raison de me sentir coupable vis-à-vis de Holly, que c'était absurde, puisque j'étais une enfant à l'époque et que je n'avais eu le choix de rien. Elle a aussi souligné que mes parents continuaient à répéter le même schéma aujourd'hui, sacrifier le bien-être d'une fille pour celui de l'autre. Elle a mis en avant le fait que ma culpabilité, simplement parce que j'osais penser à moi, montrait à quel point on m'avait appris à toujours mettre Holly avant tout, peu importe les conséquences. On a convenu de se voir chaque semaine, et en sortant, j'ai vraiment commencé à croire que la thérapie pourrait m'aider. Le lundi suivant, Harvey m'a appelé, et sa nouvelle m'a totalement bouleversée. Il m'a raconté qu'au cours de son évaluation, il avait demandé à Holly ce qu'elle voulait vraiment, pas ce que mes parents voulaient pour elle, mais ce que elle souhaitait. Et Holly lui avait confié qu'elle rêvait de vivre avec des jeunes de son âge, en foyer collectif. Apparemment, elle passait beaucoup de temps à regarder des émissions où des personnes en situation de handicap vivaient de façon autonome, et elle voulait elle aussi tenter l'aventure. Harvey m'a précisé que mes parents, en réalité, ne lui avaient jamais posé la question, qu'ils s'étaient toujours contentés de supposer qu'elle aurait peur du changement et voudrait rester avec eux toute sa vie. Mais Holly lui avait avoué qu'elle en avait plus qu'assez de tourner en rond à la maison et qu'elle avait envie de rencontrer d'autres personnes. Je suis restée figée, le téléphone à la main, envahie par un étrange mélange de soulagement et de colère. Soulagée que Holly veuille vivre autre chose, révoltée que mes parents ne lui aient jamais demandé son avis et qu'ils aient tout simplement décidé que je prendrais le relais sans broncher. Le mercredi, mes parents ont appris la conversation entre Holly et Harvey. Je l'ai compris quand j'ai vu qu'ils avaient complètement perdu le contrôle sur les réseaux sociaux. Ma mère a publié un long message dans lequel elle m'accusait d'avoir monté Holly contre eux, de manipuler une assistante sociale pour l'éloigner et détruire leur famille. Elle n'a pas hésité à afficher mon nom et celui de mon entreprise de graphisme. À partir de l'après-midi, je me suis retrouvée envahie de messages, la plupart d'inconnus, qui m'insultaient et me faisaient bien comprendre que je devrais avoir honte. Je me faisais traiter de monstre, de sœur indigne, coupable d'abandonner Holly, et certains souhaitaient que tout le mal possible m'arrive. Mon anxiété est montée en flèche. J'étais incapable de me concentrer sur mon travail. Je consultais mon portable compulsivement pour voir s'il y avait de nouveaux messages ou commentaires. Prise de panique, j'ai appelé Amelia qui m'a immédiatement conseillé de faire des captures d'écran et de tout ajouter à notre dossier. Elle m'a expliqué que cette campagne sur les réseaux était clairement du harcèlement et de la diffamation, ce qui ne ferait que renforcer notre demande d'ordonnance d'éloignement. Le mardi matin, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. C'était l'agent de sécurité de l'immeuble où se trouve le siège de ma société. Il m'a informé que 2 personnes insistaient pour me voir à l'accueil, se présentant comme mes parents. Il m'a dit qu'ils avaient déniché l'adresse sur Internet et s'étaient déplacés malgré ses explications que je travaillais à distance. Il m'a demandé s'il devait les laisser monter. J'ai immédiatement refusé. Surtout pas, demandez-leur de partir. Il m'a répondu qu'il refusait de sortir et commençait à hausser le ton. J'ai donc dû appeler la gardienne pour lui expliquer la situation, lui dire que mes parents me harcelaient et que j'étais en train de lancer une procédure d'ordonnance d'éloignement. Elle a été très professionnelle, mais j'avais l'impression désagréable d'importer mes histoires familiales au travail et d'encombrer les autres avec mes problèmes. 20 minutes plus tard, le gardien m'a rappelé. La gardienne avait fini par les faire partir en les menaçant d'appeler la police. Le jeudi après-midi, j'ai rejoint Amelia au tribunal pour déposer officiellement notre demande. J'avais constitué un dossier épais de quasi 8 cm, rempli de captures d'écran de chaque message et publication, du procès-verbal de l'abandon de Holly à ma porte, des preuves qu'ils avaient contacté mon employeur, un témoignage écrit de Suzanne sur mon enfance, ainsi qu'une lettre de Harvey détaillant la parentification et les souhaits de Holly. La greffière a tout réceptionné et Amelia a transmis le dossier à la juge. On a attendu près de 2 heures avant d'être appelé dans un petit bureau pour l'audience. La juge a pris le temps de consulter les pièces. Elle m'a posé quelques questions à propos du harcèlement, puis elle a accordé une ordonnance de protection provisoire et a fixé l'audience finale 2 semaines plus tard. Quand je suis sortie du tribunal, j'étais traversée par un drôle de mélange entre la tristesse et le soulagement. J'étais en train de couper officiellement les ponts avec mes parents. D'une certaine façon, je me disais que je devrais être bouleversée. Mais ce que je ressentais surtout, c'était ce soulagement immense, l'espoir que le harcèlement cesserait enfin. L'audience définitive a eu lieu un matin glacial de début décembre. Je suis arrivée accompagnée d'Amelia, avec notre dossier parfaitement organisé. Mes parents étaient déjà là, entourés de leur propre avocat.
un homme en costume hors de prix qui me dévisageait comme si j'étais la pire des filles. Leur avocat a tout fait pour me faire passer pour une fille amère, en affirmant que je cherchais à punir mes parents parce qu'ils m'avaient demandé d'aider ma sœur, que j'utilisais la justice pour fuir mes responsabilités. Mais la juge est revenue sur les éléments concrets. Elle a lu le témoignage de Harvey sur la parentification et le fait que j'avais été forcée de devenir aidante dès l'enfance. Elle a examiné les captures d'écran où mes parents exposaient mes coordonnées sur Internet et invitaient des inconnus à me harceler, ainsi que les documents montrant qu'ils avaient débarqué à mon travail et contacté mon employeur. Elle a aussi voulu des précisions sur les souhaits de Holly et la recommandation de Harvey pour un placement en foyer. Après avoir tout parcouru, elle s'est tournée vers mes parents et leur a signifié que leur comportement était tout simplement inacceptable et extrêmement intrusif. Elle a précisé qu'ils n'avaient aucun droit de m'imposer le rôle d'aidante, ni de me harceler quand j'essayais de fixer des limites claires. Elle a rendu sa décision tout de suite. Ordonnance de protection définitive. Mes parents n'avaient dorénavant plus le droit de me contacter, de se rendre chez moi ou à mon travail, et devaient garder une distance d'au moins 150 mètres. M'asseoir dans cette salle d'audience et entendre la juge valider tout ce que j'avais ressenti pendant des années, ça m'a bouleversée au point d'avoir envie de fondre en larmes de soulagement. La semaine suivante, Harvey m'a appelé pour me donner des nouvelles sur la façon dont Holly vivait sa transition. Il m'a expliqué qu'il collaborait avec mes parents et une spécialiste du placement pour dénicher la structure la plus adaptée, et que Holly avait visité 3 établissements différents avant de tomber sous le charme de l'un d'eux où l'ambiance était jeune et les activités nombreuses. Certes, elle était un peu anxieuse face à toutes ces nouveautés, mais aussi enthousiaste à la perspective de cette nouvelle vie. Harvey m'a dit qu'elle avait déjà participé à des séances d'orientation et qu'elle envisageait même d'avoir une colocataire, ce qui serait une grande première pour elle. Il a aussi précisé que, lors d'une de ces séances, Holly avait pris de mes nouvelles et qu'il lui avait expliqué que je tenais beaucoup à elle, mais que j'avais besoin de prendre du recul par rapport à nos parents pour le moment. Apprendre que Holly était véritablement heureuse de ce nouveau départ m'a réchauffé le cœur, même si je ressentais aussi un pincement. Heureuse qu'elle puisse enfin s'épanouir, gagner en autonomie et se faire des amis, mais un peu triste aussi qu'elle n'ait pas eu cette chance plus tôt, au lieu de rester enfermée à la maison parce que nos parents la pensaient incapable de supporter le moindre changement. Elle a emménagé dans son foyer juste après Noël, et de mon côté, j'ai continué à voir Nathalie chaque semaine pendant tout le mois de janvier, tant cette période m'avait laissé dans un état d'esprit étrange, un peu paumé. Parfois, j'étais soulagée que tout ce harcèlement soit enfin derrière moi, que je puisse retrouver un semblant de vie normale sans surveiller mon téléphone à longueur de journée, en craignant des messages furieux. Mais il m'arrivait aussi de culpabiliser, de me demander si je n'aurais pas dû essayer d'aider davantage nos parents, ou trouver une solution qui n'oblige pas à rompre tout contact. Nathalie n'arrêtait pas de me répéter que ce sentiment de culpabilité venait d'un vieux conditionnement transmis par mes parents qui m'avaient appris depuis toujours que j'étais responsable du bonheur de Holly et de leur bien-être à eux, mais que ce n'est pas parce que cette idée s'était installée qu'elle était juste ou vraie. Elle me rappelait que j'avais souvent essayé de poser des limites ou d'apporter d'autres solutions, et que régulièrement, mes parents ont soit coupé court, soit trouvé le moyen de me faire flancher. Au cours d'une séance de janvier, je lui ai avoué que je repensais sans arrêt à ces années passées à m'occuper de Holly et que je me demandais si j'étais une mauvaise personne de ne pas vouloir recommencer à l'âge adulte. Nathalie m'a regardé droit dans les yeux avant de me dire que ce n'était jamais mon rôle, que ce n'est pas aux enfants d'élever leurs frères et sœurs et qu'il n'y avait rien d'égoïste à refuser de reproduire cette injustice. Elle m'a aidé à comprendre que mes parents portèrent leur propre histoire, leurs difficultés à lâcher prise ou leur besoin de se sacrifier, mais que tout cela ne me concernait pas et qu'il était sain de me protéger, même si d'autres trouvaient ça excessif. Fin janvier, Suzanne m'a appelé pour m'inviter à prendre un café dans un endroit sympa du quartier. J'appréhendais un peu, car même si elle s'était déjà excusée, j'avais peur qu'elle cherche encore à me faire porter le poids du malaise familial. Mais dès notre arrivée, elle a commandé nos boissons puis, calmement, a abordé tout de suite le sujet de l'enfance de ma mère. Elle m'a raconté que ma grand-mère ressemblait trait pour trait à ma mère, toujours à générer des drames ou des urgences pour attirer l'attention et faire reposer sur les autres la gestion de ses problèmes. Suzanne m'a expliqué que quand, dans la famille, quelqu'un tentait de s'émanciper, ma grand-mère tombait malade ou faisait une scène, et tout le monde devait accourir pour la soutenir. Elle m'a dit que ma mère avait appris à exister en se sacrifiant, et qu'aujourd'hui, elle reproduisait ce schéma avec Holly, en faisant de sa prise en charge un fardeau qui la définissait entièrement. Suzanne a bien précisé que cela n'excusait rien, mais qu'elle comprenait mieux pourquoi mes parents étaient aveugles à l'injustice de leur comportement. Elle m'a expliqué que pour ma mère, sacrifier sa vie pour sa famille était la preuve suprême d'amour, et qu'elle ne saisissait pas pourquoi, moi, je ne voulais pas faire pareil. Comprendre tout ce mécanisme familial m'a rendu triste pour ma mère, comme si elle était elle-même enchaînée à une histoire dont elle ne pouvait s'extraire. Mais ça m'a aussi confirmé qu'il était sain de m'éloigner, parce que je refuse de transmettre ce modèle à qui que ce soit. Lorsque Harvey m'a rappelé en février pour me proposer de venir voir Holly dans son foyer, j'étais un peu tendue sur la route, sans savoir si elle m'en voudrait de ne pas l'avoir accueillie chez moi, comme l'auraient souhaité nos parents. Mais quand je suis arrivée dans la salle commune, j'ai découvert Holly installée devant la télé avec une autre jeune femme de son âge. En me voyant, son visage s'est illuminé.
Elle est venue vers moi tout sourire et a commencé à me raconter, avec excitation, la découverte de sa nouvelle coloc, le cours de dessin auquel elle s'était inscrite, et la personne du personnel qui lui laissait choisir son petit déjeuner. Elle m'a emmenée dans sa chambre pour me montrer la déco, les affiches et les photos qu'elle avait choisies elle-même. Elle était particulièrement fière de tout ce dont elle avait décidé toute seule, sans qu'on lui impose quoi que ce soit. Elle m'a présentée à 2 membres de l'équipe en disant « C'est ma sœur », et j'ai senti mon cœur se serrer de fierté. On est resté assise presque 1 heure à papoter de tout ce qui la passionnait, des gens avec qui elle se liait d'amitié, des plats qu'elle avait envie de goûter. Ça n'avait plus rien à voir avec les années où je me contentais de la gérer ou d'éviter les crises. Pour la première fois, on échangeait d'égal à égal, comme 2 personnes, pas comme aidante et personne aidée, et j'ai réalisé à quel point j'apprenais à vraiment connaître Holly. Depuis début mars, j'ai pris une routine qui me convient. Aller voir Holly un week-end sur 2 dans son foyer, prendre un café avec Suzanne 1 fois par mois pour discuter. Quant à nos parents, ils ne faisaient de plus partie de ma vie grâce à l'ordonnance d'éloignement. Et honnêtement, la plupart du temps, je n'y pensais même plus. Je continuais à voir Nathalie toutes les 2 semaines, parce qu'il y avait des jours où la culpabilité me tombait dessus sans crier gare, souvent pour des broutilles, comme croiser une famille au supermarché ou entendre une chanson qui me replongeait dans mon enfance. Dans ces moments-là, le poids de tout ce bouleversement familial me rattrapait et je me demandais s'il n'y avait pas une autre façon de gérer tout ça. Mais Nathalie revenait inlassablement sur les mêmes choses, en me rappelant que j'avais déjà essayé de poser des limites, de proposer des solutions, de chercher des compromis, et qu'à chaque fois, mes parents avaient réagi en me harcelant ou en jouant sur la corde sensible. Elle m'aidait à ne pas oublier tous les efforts que j'avais dû fournir pour bâtir ma propre vie, et que j'avais entièrement le droit de me protéger sans toujours devoir me sacrifier. Holly, elle, s'épanouissait véritablement en foyer, avec ses choix, une vraie vie sociale, et un personnel qui la considérait enfin comme une adulte à part entière, et non plus comme une enfant éternellement dépendante. Même si j'avais accepté que mes parents l'installent chez moi et que je m'étais occupée d'elle tous les jours, je n'aurais jamais pu lui offrir une telle existence. L'éloignement m'avait permis de retrouver enfin la sérénité et le sentiment de sécurité chez moi, et même si certains aspects de toute cette histoire me laissaient encore un goût amer, je savais au fond de moi que j'avais pris la bonne décision, pour Holly comme pour moi.